Bonjour à toutes et à tous. À travers de cette vidéo, nous allons vous présenter la commande d'un double onduleur qui est notre projet donc de dernière année en école d'ingénieur. Il a été réalisé pour Monsieur Christophe Pasquier, notre client, qui est également notre tuteur technique avec Monsieur Jam. Le projet a été suivi industriellement par Monsieur François Kersulek. Il a été développé par Monsieur Valentin Grand, Mélinda Robota et Lucas Chapaz. Nous avons bénéficié de l'aide de deux techniciens pour la réalisation de ce projet, Monsieur Francisco Sanchez, le technicien GE, et Monsieur Éric Nivois, le technicien GC. Donc, la maquette sera donc utilisée pour des thèses, comme elle l'était initialement, et son objectif principal est de faciliter l'utilisation de la maquette, pour faciliter la mise en place de commandes moteurs avec les onduleurs fournis. Qu'est-ce qu'un onduleur? Un onduleur est un type de convertisseur de puissance qui permet de convertir une puissance continue en une puissance alternative pour permettre le pilotage de moteurs asynchrones dans notre cas. Ce pilotage de moteur est opéré par un microcontrôleur, ici un microcontrôleur Renesas, qui va s'occuper donc d'envoyer les signaux de commande au convertisseur de puissance pour faire tourner le moteur selon la vitesse désirée. Qu'est-ce qu'un double onduleur? Un double onduleur est l'addition d'un second onduleur sur la machine triphasée, ce qui va permettre entre autres des gains d'efficacité et des gains de performance. Initialement, la maquette était pilotée donc par un microcontrôleur par onduleur, et notre objectif va être de piloter les deux onduleurs avec un seul microcontrôleur. Donc nous allons maintenant présenter assez brièvement le cahier des charges de notre projet. Donc tout d'abord, on va parler des fonctions principales, qui seront les objectifs pour lesquels on a fait ce boîtier. Donc les deux fonctions principales sont d'une part générer des signaux de commande pour piloter le moteur triphasé, et également, comme on l'a dit, remplacer les deux cartes de commande existantes auparavant par, dorénavant, une seule carte de commande. Ce projet contient également des fonctions de service, qui sont au nombre de 4. La première est de s'adapter aux caractéristiques d'alimentation. Ça, c'est dans une vue de simplification des projets, puisqu'auparavant, il était assez compliqué de faire les branchements de l'onduleur à cause des diverses alimentations nécessaires. Là, ce ne sera plus le cas, puisque toutes les alimentations seront contenues à l'intérieur du boîtier. Ensuite, il faudra que le boîtier puisse permettre la remontée d'informations, c'est-à-dire la remontée de mesures qui ont été faites sur certaines variables du moteur, comme par exemple le courant ou la tension dans les bras, voire même des mesures de température. Cela va être permis par la mise en place d'une carte de mesure qui va conditionner les signaux et les isoler galvaniquement pour permettre leur remontée. Et ça fait appel à des connaissances d'électronique et d'optoélectronique. Enfin, des connaissances de routage et de conception de cartes imprimées seront nécessaires. Il y a aussi comme fonction de service la mesure des signaux de commande filtrés. Ce filtrage va aussi être fait sur les cartes imprimées via des filtres RC du premier ordre, et ces signaux devront être accessibles facilement. Enfin, le boîtier doit pouvoir se connecter facilement au double onduleur. Il y a enfin des fonctions de contrainte. Donc la première est d'être simple d'utilisation pour le TP. On l'a vu grâce à l'existence d'une seule carte au lieu de deux et la centralisation des alimentations à l'intérieur du boîtier. La programmation doit être facile depuis un ordinateur. Et le boîtier doit être compatible avec les deux onduleurs. Par compatible, on entend ici à la fois au niveau mécanique, donc grâce au connecteur, ce qui sous-entend une certaine culture générale des connecteurs et de la mécanique de connectique. Et on entend aussi compatible au niveau de la nature des signaux qui devront correspondre à ce que la carte de commande peut tolérer en entrée. Là aussi, des connaissances en électronique seront nécessaires. Enfin, le boîtier doit être économique et ne pas dépasser, dans notre cas, un budget d'environ 200 euros. Nous allons maintenant nous attarder sur le livrable qui va être fourni à l'issue de ce projet.
Donc on peut voir ici une vue de dessus du boîtier de commande. Donc en haut à gauche, on retrouve la carte de commande contenant le microcontrôleur Renesas RX62T. En haut à droite, les deux composants plus petits sont les deux alimentations qui vont permettre l'alimentation du boîtier. En bas à gauche, on retrouve la carte qui va permettre donc à la fois le conditionnement des signaux tout ou rien, mais aussi le filtrage de ceux-ci. Enfin, en bas à droite, nous avons laissé un espace pour l'installation d'une carte de mesure, cette fois pour les signaux analogiques. On va passer maintenant à une vue de biais pour mieux comprendre les différents connecteurs qu'il y a sur les parois de ce boîtier. Tout d'abord, il y a un connecteur d'alimentation de type IEC pour permettre d'alimenter le boîtier. Se trouve également sur la paroi un connecteur BNC pour pouvoir brancher un signal externe sur le boîtier. On va retrouver ensuite différents connecteurs Molex. En premier lieu, un Molex 4 pour le retour de la tension 15 volts de la carte de centralisation ARCMC. On va retrouver ensuite des connecteurs de type Molex 3 cette fois, qui vont servir au retour des différentes mesures de tension, qui elles aussi sont envoyées par la carte ARCMC. On retrouve également des connecteurs JP1 au nombre de 2 qui vont servir à la connexion des signaux de commande et de certains signaux de mesure avec la carte ARCMC. Puis on retrouve les prises qui vont permettre d'accéder via des sondes d'oscilloscope aux signaux filtrés de commande. Enfin, on retrouve deux connecteurs qui vont pouvoir être reliés à l'ordinateur. En premier lieu, un USB-B qui va servir à la remontée d'informations et un connecteur IDC 2x7 pour permettre de programmer le microcontrôleur de commande. Jusqu'à maintenant, nous étions en vue 3D réalisée sur SolidWorks. On va maintenant passer à la vue réelle. Donc ici, vue réelle du boîtier. Donc le boîtier a été réalisé en plaque de polycarbonate, il est donc transparent, et les différentes plaques sont reliées entre elles par des équerres en plastique imprimés en 3D. Enfin, une vue du boîtier dans son environnement de travail, avec les alimentations à la fois du boîtier et de la partie puissance, et également les cartes de centralisation, de mesure de tension et les drivers. Donc tout ça nous mène au résultat suivant. Donc nous avons pu concevoir donc le boîtier et donc les pièces sur en modèle 3D. Nous avons généré les plans 2D ainsi que les fichiers de fabrication que nous avons pu envoyer à monsieur Eric Nivois, le technicien GC qui a pu donc nous faire les découpes au jet d'eau des pièces. On peut voir donc que les pièces s'assemblent parfaitement ainsi que les différents connecteurs qui se montent dessus. Ce qui nous a permis d'obtenir le résultat suivant qui est donc un boîtier complètement assemblé et complètement fonctionnel. Nous avons donc mené des essais, donc tout d'abord sur une charge résistive, qui nous a permis donc de voir sur la figure de gauche les signaux de commande filtrés, ce qui nous permet d'observer la signature, la forme caractéristique de la SVM. Et sur la photo de droite, on voit donc le courant dans une des phases, ici la phase W, qui nous permet de voir que le signal est périodique, ce qui signifie que les 6 commandes sont bien envoyées aux onduleurs. Nous avons donc procédé ensuite à un test sur un moteur, donc pour le mettre en mouvement. Nous avons donc ici sur la figure les deux courants, le courant de la phase V et W, ainsi que la tension de la génératrice tachymétrique qui nous donne une image de la vitesse de rotation du moteur. On voit donc dans un premier temps les deux signaux, les deux courants V et W sont déphasés de 123 degrés, ce qui représente une erreur par rapport à un système triphasé parfait de 2,76%, ce qui est largement acceptable pour un système complètement en boucle ouverte sans aucune régulation. Et la fréquence donc, du signal envoyé est d'environ 16,2 Hz, ce qui correspond à 486 tours minute si on se réfère par rapport à sa vitesse nominale à 50 Hz. Et la génératrice tachymétrique nous donne 4,89 volts, ce qui correspond donc à 486 tours minute,
ce qui nous permet de voir que les signaux sont correctement envoyés et que le moteur tourne bien à la vitesse souhaitée. Nous vous remercions de votre attention.